Bonsoir à tous, éclairage cette semaine dans l'Église du Monde sur le Togo, pays d'Afrique de l'Ouest d'environ 7,6 millions d'habitants. C'est l'un des plus petits États africains. Il est frontalier avec le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana. Depuis 50 ans, le Togo est dirigé d'une main de fer par la famille Gnassingbé. On en parlera. Et depuis plusieurs mois, des manifestations récurrentes contre le pouvoir en place agitent le pays. Alors côté religieux, environ 26% des Togolais sont catholiques, 50% pratiquent l'animisme, les religions traditionnelles africaines, 15% sont musulmans et 9% protestants. Ils comptent une quarantaine d'ethnies. Il y a plus de 50 ans, des frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu se sont installés à Afagnan, ville située à l'est de Lomé, la capitale, pour y ouvrir un dispensaire. Il s'est développé au fil des années, s'est transformé en hôpital. Aujourd'hui, 15 000 patients venus de toute la région, mais aussi de pays voisins, y sont soignés chaque année. Alors, à l'occasion de son passage en France, j'ai la joie d'accueillir l'un de ses frères hospitaliers qui a travaillé à Afagnan, le frère Florent Priuli. Frère, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous retrouver. Vous êtes à Paris quelques jours. Vous avez passé 17 ans à Afagnan. Vous y êtes arrivé en 1969. À l'époque, il avait ouvert depuis peu ce dispensaire. Aujourd'hui, vous êtes au Bénin. En tout, ça fait 48 ans que vous êtes en Afrique. Alors, vous avez plusieurs cordes à votre arc médical, si je puis me permettre. Vous pratiquez la médecine générale, la chirurgie, la psychiatrie et la médecine tropicale. Il faut effectivement rappeler que l'ordre des frères de Saint-Jean-de-Dieu est un ordre qui comprend des frères soignants. Il a été fondé en 1572. Il est aujourd'hui présent dans 46 pays et compte plus de 1000 frères. J'ai envie de vous demander peut-être une première question avant qu'on parle avec vous du Togo. Est-ce qu'il y a une spécificité dans l'approche des malades chez les frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu ? Bien, je crois que, suivant les enseignements de Saint-Jean-de-Dieu, tout d'abord, nous tentons au moins de faire le meilleur accueil que possible à tout malade de toute religion, race, économie, tout. Et les malades, selon Saint-Jean-de-Dieu, ils sont nos maîtres. Ce qui nous oblige parfois à faire, entre guillemets, des folies pour leur rendre un bon service. Et Providence aidant, on est arrivé même à inventer des techniques, des méthodes de soins qui sont davantage appropriées à la population africaine, qui sont davantage compris, appréciés et qui donnent de bons résultats à petits coups. Vous nous en parlerez justement à travers ce qui se passe au Togo. On va revenir sur le contexte un peu général qui touche ce pays. Depuis le mois de septembre, il y a des manifestations régulièrement contre la politique du président Faure Gnassingbé. Elle rassemble de grandes foules dans plusieurs villes du Togo. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Racontez-nous. Vous êtes au Bénin, mais quels sont les échos qui vous parviennent du Togo ? Oui, je dois dire que moi-même, je souffre beaucoup de ce qui se passe. Ce qu'on entend, ce n'est pas toujours tout à fait peut-être ce qui est vrai, mais c'est vrai. Le pays est en train de passer un moment de turbulence. Et mon grand souhait est que celui que j'appelle mon ami et encore plus mon frère, Faure Gnassingbé, il écoute la lumière qui lui vient de l'esprit pour faire le bon choix pour le bien du Togo. Le Togo est un pays qui m'est particulièrement cher pour 1000 motifs. C'est à l'hôpital d'Afagnan que j'ai débarqué en septembre 1969. J'ai failli mourir d'une tuberculose. C'est ce qui, au fond, a fait qu'après
sur le lit de l'isolement où j'étais à Milan pour la tuberculose, j'ai commencé mes études de médecine. Et c'est, on peut dire, à la suite de la première expérience du Togo que j'ai pu prendre le courage de faire ce que je n'aurais jamais pu réussir, d'arriver à être médecin, de me spécialiser en chirurgie, faire la médecine tropicale et après de développer un réseau que je crois important de mise en valeur des médicaments traditionnels, de la médecine traditionnelle. Au point que spécifique au Togo ou... Togo, Bénin, ouais, toute cette région, la médecine traditionnelle est très pratiquée, même aujourd'hui. On peut dire que 70% des malades qui nous parviennent, ils sont passés d'abord chez les guérisseurs, oui. qui ne sont pas tout à fait ce que je pensais avant d'aller en Afrique. Je pensais que c'était tout néfaste, que rien n'était bon. Non, on a découvert des choses fantastiques au point que je dis que là où Dieu a permis qu'il y ait une maladie, lui, il avait prévu l'arbre pour la soigner. Mais c'est notre ignorance qui fait qu'on ignore ça et on fait recours à des médicaments parfois extrêmement coûteux, parfois toxiques. Et alors, les deux hôpitaux d'Afagnan, de Tangueta, pratiquent beaucoup la médecine traditionnelle associée, pas de façon exclusive, à la médecine officielle qu'on apprend à l'école. À Fagnan, ça peut être quoi? Alors justement, vous vous appuyez sur ces traditions-là. Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de soins qui conjuguent un peu les deux? Vous savez, on a découvert, en suivant les guérisseurs, qu'il y a une plante, que c'est le Combretum micranthum, appelé traditionnellement Kenkeliba, qui a fait ses preuves même dans des laboratoires européens dans le traitement surtout des maladies du foie, des hépatites en particulier, mais aussi un bon coadjuvant dans le traitement du sida, sida qui fait ravage en Afrique. Une autre chose qui est incroyable presque, c'est une écorce qui guérit un bon pourcentage de malades qui souffrent d'asthme. Et ça guérit pour toujours. Et bien d'autres que peu à peu nous avons découvert en faisant des séminaires, des rencontres dans lesquelles on convoquait des descendants de guérisseurs devenus religieux ou religieuses, et qui donc, contrairement à leurs enseignants et parents, ils ont pu révéler, parce qu'un guérisseur très très difficilement transmet ce qu'il connaît si ce n'est pas à quelqu'un qui a fait des dizaines d'années avec lui, dans la brousse, en récoltant les racines, les plantes, etc. Et il faut qu'il n'ait pas été en ville et qu'il revienne avec les jeans ou un téléphone. Il sera exclu. Donc pour l'écorce de l'asthme, moi j'ai fait 7 ans avec un guérisseur, en utilisant ce qu'il me donnait, sans jamais lui demander d'où ça venait. D'accord. Mais en tout cas, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Mais c'est 7 ans après qu'un jour, il m'a dit, si tu veux, on va récolter l'écorce ensemble. Vous aviez gagné sa confiance. Oui. Racontez-nous un petit peu le développement de cet hôpital. Qui sont les malades qui viennent chez vous et voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont soignés? Vous savez, justement, vous avez dit qu'on a commencé avec un dispensaire. C'était un dispensaire où on soignait les plaies. Moi, je suis arrivé juste quand l'hôpital venait d'être ouvert. Je n'avais pas 23 ans. Et on était déjà en train de construire la maternité parce que l'hôpital de 82 lits était devenu déjà trop petit. C'est dans ce laps de temps-là que le président Faure Gnassingbé est né à l'hôpital d'Afagnan. Et c'était un 6 du 6 de 66 et à 6 heures du matin. Étonnant. Vous parliez justement, je vais revenir là-dessus, vous avez parlé d'un frère, d'un ami en parlant du président. Pourquoi? Oui, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. J'ai eu le privilège de m'occuper de la santé de plusieurs membres de la famille. Et il s'est créé un lien très fort qui n'exclut pas qu'on se dise les vérités. Mais je reste très attaché à ce jeune, qui n'est plus si jeune, parce que maintenant il a 51 ans, qui a beaucoup de possibilités de porter à bien son pays.
Ce n'est pas un pays riche, mais il a quand même des moyens, parce que quand même c'est un des pays où il y a la meilleure mine de phosphate. Il a un port qui produit beaucoup. L'agriculture donne aussi, c'est un pays qui peut avoir un bel avenir. Il faut qu'ils arrivent à trouver la bonne voie et c'est ma prière de tous les jours. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui, puisque vous le connaissez personnellement et qu'il vous écoutera peut-être? Non, c'est ce que je lui dis souvent, que je prie pour que l'Esprit l'illumine et qu'il fasse le choix que Dieu attend de lui. Un bon entendeur. On en revient à l'hôpital d'Afagnan. Racontez-nous un peu comment ça s'est déployé, qui sont un peu les personnes qui y œuvrent aujourd'hui. Donc, l'hôpital d'Afagnan a été ouvert par des frères italiens de la province de Lombardie et la Vénétie. Et ça a été une vie très dure au début. Ils ont vécu dans la maison du chef du village. Et le village, c'était la moitié de rien quand eux, ils sont arrivés. Les 100 kilomètres qui séparent de Lomé, c'était un voyage qu'il fallait organiser. C'était des pistes. Moi-même, j'ai connu les pistes quand je suis arrivé. Et autour, c'est encore toutes des pistes. Au point de départ, c'est qu'il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait rien, en fait. C'est pour ça qu'il y avait un besoin. Et on avait dit que c'était un endroit redouté même par les missionnaires. Pour quelle raison? Il faut avouer que le climat y est très dur. Beaucoup de missionnaires sont décédés durant les premières années de leur arrivée. De maladies? De maladies tropicales, essentiellement le paludisme grave. Les maladies entériques, la typhoïde, l'amibiase. Moi, j'ai vu plein d'abcès amibiens, terrible. Et l'autre point, c'est le fétichisme. Afagnan, c'est un poste très fort de fétichisme. Et le fétichisme s'oppose pas seulement à l'annonce de l'Évangile, mais à tout ce qui est progrès. Il y a des villages... Notamment à la science et à la médecine, du coup. Oui. Il y a des villages où il y a plus de couvents fétichistes que de maisons. Et donc l'accès à l'hôpital était très difficile au début. Il y avait très peu de malades qui venaient. Et ça a été pratiquement avec des guérisons presque miraculeuses que peu à peu... Mais ça n'a pas tardé beaucoup. Moi, je me rappelle déjà en 70... L'hôpital était petit, 82 lits n'étaient plus suffisants. On a ouvert la maternité avec 30 lits. Après, on a ouvert une pédiatrie avec 70 lits. Et actuellement, il y a souvent des malades dans les couloirs. On y soigne toutes sortes de maladies. Et là où nous n'arrivons pas, il nous aide beaucoup de grands spécialistes qui viennent de France, d'Italie, de Suisse, de la Belgique. Ils viennent faire des missions. C'est des grands patrons qui viennent. Ils opèrent et ils enseignent. C'est ainsi que les jeunes se forment et ils arrivent déjà à un très bon niveau avant même d'aller à l'école de spécialisation. Et pratiquement, on fait 3 jours de consultation, 3 jours de bloc opératoire, mais le bloc opératoire peut commencer à 8 heures, finir à 21 heures. Et après, la nuit, c'est les urgences. Parce que comme c'est un hôpital qui soigne avant de demander l'argent, les malades viennent de partout et en plus, contrairement à d'autres centres, 24 heures sur 24, les malades peuvent arriver. Et tout de suite, il y a un infirmier qui les accueille, il prend les constantes, il appelle le médecin qui le reçoit à son tour, il appelle celui qui doit intervenir si c'est chirurgical, autrement il donne le traitement médical et après on leur demande de nous aider un peu. Mais c'est symbolique ce qu'on demande aux malades. Parce que, en tout cas, l'hospitalisation ne couvre ce qu'on me demande n'est pas un tiers de ce que l'hôpital dépense. Donc, chaque année, je me mets en route et maintenant, je suis en train de me faire accompagner par un jeune frère togolais pour que, quand l'âge ne me permettra plus de le faire, pour qu'il puisse continuer, parce que au petit nombre de frères africains qui ont ouvert Afagnan et qui après ont ouvert l'hôpital aussi au nord du Bénin. Aujourd'hui, pratiquement,
de blanc, si je suis encore blanc, c'est moi à l'hôpital de Tangueta. Et non, Et maintenant, le frère Tadé, c'est tous des frères D'accord. africains. Et ce n'est pas petit, c'est une cinquantaine de frères africains qui ont une préparation, bien sûr, spirituelle d'abord, mais après aussi une bonne préparation professionnelle et qui continue. Il y a des Et je crois compétences. que les œuvres ont assuré le futur. Alors, il y a aussi, vous parliez de formation et d'équipes qui viennent aussi d'Europe notamment. Il y a une école d'infirmiers qui a été créée aussi. Oui, oui. En 89, moi j'étais à l'hôpital, après avoir fait à Fagnan, j'étais à l'hôpital de Tangueta. Les supérieurs m'ont demandé, après le chapitre, que c'est le moment où on prend les décisions et on déplace. À ce chapitre-là, moi, je n'avais pas voulu aller, quoique c'était normal. J'ai voulu que pour la première fois, ce soit un frère africain qui aille représenter l'Afrique. Et ils ont profité du fait que je n'étais pas là pour décider ce qu'ils voulaient sur moi. Et ils m'ont destiné à nouveau à Fagnan, avec la tâche, entre autres, d'ouvrir une école d'infirmiers. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, l'école d'infirmiers est dirigée par un frère africain, le frère Rodrigue. Et c'est une école qui a un impact sur toute l'Afrique occidentale et centrale, parce que c'est une école qui est réservée à religieux et religieuses qui font l'infirmerie ou sage-femme. Et les ministres des différents pays, ils sont unanimes à dire que quand ils vont dans des centres tenus par les élèves d'Afagnan, c'est comme s'il y avait un très bon médecin qui les dirige. Donc il y a une vraie reconnaissance. On vient de loin pour s'y l'école former. A fait un grand chemin. Quand moi j'ai commencé, c'était embryonnaire. Maintenant, c'est une école qui donne un titre, donne une licence en sciences d'infirmier. Peut-être parlez-nous un peu des patients, et vous parliez tout à l'heure du fétichisme qui est très fort, donc c'était difficile de faire venir les patients dans un premier temps, qui n'en voyaient peut-être pas l'utilité d'un dispensaire puis d'un hôpital. Voilà, comment est-ce que se passent les contacts avec les malades, et ça a dû évoluer au fil du temps aussi? Effectivement, le petit hôpital est devenu un bien plus grand hôpital. Il a autour de 350 lits maintenant, insuffisant en rapport à la demande. Vous voyez, au début, surtout du fait qu'à l'hôpital, il n'y avait pas non plus grand-chose à faire, moi, je m'étais mis, et pas moi seulement, avec des coopérants aussi, on sillonnait tout le long du fleuve Mono pour détecter les malades de tuberculose et de lèpre. Je me rappelle toujours un jour qu'on était dans un village et on était en train de dépister des lépreux. Il y a même eu un feu qui est venu dans la brousse, il a brûlé tout le village. Et la chose n'a pas été bien interprétée, entre autres. Mais maintenant, on peut dire qu'on n'a plus besoin d'aller dans les villages. D'ailleurs, grâce à des aides, on a pu instituer dans les villages autour de l'hôpital des postes de santé qui réfèrent les malades à l'hôpital. Donc, entre ceux qui viennent spontanément, ceux qui sont référés, l'affluence maintenant à l'hôpital, elle est assez importante. Quelquefois, vraiment, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais on est là pour ça. Souvent, on passe les nuits au bloc opératoire. Mais c'est bien. C'est bien parce que, disons, c'est notre façon d'annoncer l'Évangile. Je crois que le témoignage de la miséricorde du Christ, c'est une bonne annonce de l'Évangile. On va parler un peu plus largement de l'Église là-bas, des chrétiens du Togo. Peut-être vous, une perception par rapport à ces chrétiens que vous avez rencontrés. Voilà, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous marque dans leur manière d'être, de vivre leur foi? Vous savez, quand je suis arrivé, de chrétiens, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de missionnaires en ce moment-là. Comme je vous disais, malheureusement, plusieurs y sont décédés. Mais le grain tombé a donné des fruits. Il y avait 3 diocèses maintenant. Je ne sais même plus combien il y en a, mais il y en a au moins une dizaine. Il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, de religieuses. Et peu à peu, l'Évangile prend place et ça change la façon de vivre des gens.
Vous le voyez, Moi, ça. je n'oublierai jamais Monseigneur Dossé, qui m'a porté un jour un chrétien qui, quand il allait au catéchuménat, on peut dire, il avait été menacé par la famille. Malgré ça, il a insisté pour y aller. Et un bon jour, il a eu une plaie immense sur le dos de son pied qui a fait que le pied est venu se coller complètement à la jambe. Et il m'a dit, Florent, je sais que ça, c'est les fétichistes qui l'ont fait. Il faut que tu arrives à leur montrer que Dieu est plus fort. Je vous assure, j'ai plus prié qu'opéré, mais on lui a remis le pied en ordre avec des greffes et tout ça. Pour dire que il y a d'un côté ce poids énorme du fétichisme, mais quand quelqu'un arrive à croire, à se convertir, il est libéré. Il est libéré parce qu'il sent que le Christ est bien plus fort que le fétichisme. Parce que le fétichisme, c'est quelque chose qui opprime d'une façon terrible, au point que des gens font de la dépression à cause de cette peur qui vient de ce vaudou. C'est terrible. Et ça limite beaucoup aussi le développement humain et, je dirais même, économique. La peur, c'est une plaie terrible en Afrique, de même que la jalousie. Une question dans cette période de l'Avent qui démarre. Dites-nous, voilà, comment est-ce que les chrétiens vont préparer cette période-là de Noël? Est-ce qu'il y a des traditions particulières? Non, malheureusement, l'Église est très jeune. Il n'y a pas encore de tradition. Néanmoins, je vois que des choses qui se faisaient ici, telles que, disons, imaginer le tronc avec les cierges qui s'allument chaque dimanche, etc. Mais c'est un moment où on voit que les églises sont beaucoup plus fréquentées. D'accord. Beaucoup, beaucoup plus fréquentées. Le sacrement de la pénitence est utilisé, de la réconciliation, comme on dit maintenant. Et bien sûr, la Noël, c'est une fête immense, mais qui risque d'être contaminée par ce qu'on voit en Europe, que ça devient un peu le consumérisme. Oui. Ça gagne aussi. Oui. Un pays comme le Parce Togo. que les médias portent plus ce qui est du côté consumisme que ce qui est annonce de l'Évangile. Et ça, je crois que ça nous interpelle. Et je l'ai écrit, je l'ai dit même une fois que j'étais au Vatican en parlant du sida. Il faudrait davantage de chaînes de télévision et de radios. C'est vrai, parce que ça va partout. Et ça touche celui qui est en train de réparer une voiture comme celui qui est en train de vendre au marché. Or qu'à l'église, ils vont le plus souvent rien que ceux qui déjà croient ou parce qu'il faut y aller le dimanche. Plus de chaînes de télévision. Alors, une question sur l'islam de ce pays. Je disais environ 15%. Il a quel visage au Togo? Le visage de l'islam au Togo, comme dans les pays voisins de la côte surtout, c'est un visage, je dirais, assez confortable, si on peut dire. Moi, je dois dire que nos hôpitaux sont fréquentés énormément par les musulmans, qu'avec eux, on a des relations très, 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 très bonnes. Il est bien vrai qu'ils sont, pour la plupart, des commerçants. Et tout commerçant exploite un peu. Et il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de cas de chrétiens qui sont un peu achetés. D'autre part, pour un musulman, c'est-à-dire on leur fait des offres économiques, de bien-être, pour qu'ils deviennent musulmans. Pour des conversions? Oui, sans compter que les musulmans aiment bien marier des filles chrétiennes, et catholiques en particulier. Oui. Donc, moi, je suis très ami avec beaucoup d'entre eux. Je suis
comme un frère avec un grand marabout du Niger qui vit à Kyoto, qui est en excellente relation avec l'archevêque de Niamey, qui, quand son papa est décédé, l'archevêque a été le premier à se rendre pour rendre hommage au dépouille mortel de son papa. Mais on est des frères, mais on a des différences et je crois que cela ne nous sépare pas. Mais nous, on a le devoir quand même d'annoncer ce Christ qui, à mon avis, est le seul qui doit diriger notre vie. Et si on lui fait confiance, si on met en pratique ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il a vécu, le monde peut être autre chose. Merci beaucoup, frère Florent Priuli, d'être venu sur ce plateau. Et si on souhaite soutenir l'action des frères de Saint-Jean-de-Dieu, eh bien, je vous renvoie au site internet qui s'affiche sur vos écrans, www.saintjeandedieu.fr. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.